Édito par André Viola, président du conseil départemental. Semons l'Aude à venir. Au moment de vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019, je ne peux m'empêcher d'évoquer un sentiment mitigé. L'année 2018, particulièrement difficile, se referme, et si je voudrais croire qu'avec le passage à l'année nouvelle, un nouveau cycle démarre, je sais surtout que nous avons encore les stigmates de l'année passée à soigner. Ainsi en est-il des inondations qui ont violemment et durement frappé une large partie de l'Aude le 15 octobre dernier. L'élan de générosité qu'elles ont déclenché a été un moteur indéniable de la reconstruction de notre département. Pas simplement parce que les subsides récoltés, en provenance de collectivités et de particuliers, permettent d'engager des travaux dans de courts délais, mais surtout parce que cet élan de générosité contribue à la résilience indispensable après de telles catastrophes. À toutes celles et ceux qui ont été présents ou présentes à nos côtés, qui le sont encore, de quelque manière que ce soit, je veux adresser mes plus sincères remerciements au nom de tout un département, certes meurtri, mais toujours debout, et dont la reconstruction est déjà bien entamée. Vous me permettrez bien sûr d'avoir une pensée particulière pour les familles endeuillées et celles qui ont tant perdu en cette circonstance. J'ai une pensée aussi pour les maires de toutes les communes sinistrées. Ils ont prouvé par leur mobilisation et leur capacité à dénouer toutes les situations qui se présentaient à eux, l'utilité qui est la leur et celle de tous leurs conseils municipaux. Que l'on s'en souvienne chaque fois que la question du nombre de niveaux de collectivité ressurgira dans le débat public, car, loin des élucubrations de quelques-uns, nous avons vu en pratique ce qu'est l'utilité d'un ou d'une élue locale pour faire face à la crise. Je n'oublie d'ailleurs pas que nous avions déjà fait ce constat lors du terrible attentat qui avait frappé l'Aude et plus spécifiquement Trèbes le 23 mars dernier. Là aussi, mes pensées vont aux familles des victimes et à toutes celles et ceux, forces de l'ordre de secours, élus, personnels des administrations et des établissements privés, qui ont été frappés ou mobilisés par cet effroyable événement de l'année 2018. Enfin, la fin de l'année a vu ressurgir dans l'Aude comme ailleurs des revendications portant sur la solidarité, la justice sociale et fiscale, la répartition des richesses et l'organisation des pouvoirs et de la décision publique, à travers le mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de ces thèmes, nous les portons, élus des collectivités territoriales, depuis de nombreuses années dans nos relations avec un État central souvent sourd à nos demandes et à nos alertes. Le premier trimestre 2019 devrait nous permettre à toutes et toutes, citoyens, citoyennes, comme élus, de faire entendre notre voix à travers la consultation nationale annoncée dernièrement. Vous pouvez compter sur les élus départementaux pour ne pas faillir à leur mission. Ce sont dans ces conditions que nous devons aborder l'année 2019 comme un temps de cohésion, de réflexion et d'avancée en commun vers l'Aude que nous voulons. Le département y prendra toute sa place en engageant notre territoire sur le chemin des transitions écologiques, énergétiques, sociales, démocratiques. D'ici là, à chacun d'entre vous, j'adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie. Ensemble, en 2019, semons l'Aude à venir. Un extraordinaire élan de solidarité. Vous avez été des milliers à envoyer vos dons à Aude Solidarité, par voie postale ou en ligne, après les inondations qui ont durement frappé notre département le 15 octobre dernier. Votre geste vous honore, et que vous en soyez ici chaleureusement remerciés ou remercieuses, au nom de tous et toutes les Audois et Audoises. La générosité qui s'est exprimée lors de l'épreuve traversée par les sinistrés audois force l'admiration et le respect. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité. Ici suivent sur plusieurs pages, avec en filigrane le mot « merci », la liste exhaustive des personnes et des associations qui ont envoyé des dons à Aude Solidarité, avec quelques phrases, dont voici des extraits. « Nous sommes un groupe d'amies tricoteuses. C'est bien modeste, mais nous espérons que cela aidera un peu les personnes en difficulté dans votre département. Ce don est modeste, mais il est à la mesure de mes possibilités. Courage, vous n'êtes pas seul. Notre commune, ses habitants, ses associations et ses commerçants
ont été particulièrement touchés par les inondations qui vous ont frappé. Je tiens à participer à la solidarité pour toutes ces familles qui ont tout perdu lors des inondations. J'aimerais tellement faire plus pour vous aider. Mes pensées vont vers tous les sinistrés et les familles des victimes. Il nous tenait à cœur de vous venir en aide en de pareilles circonstances. Je vous envoie tout mon courage, même si c'est peu, et je vous envoie aussi beaucoup d'amour. Une pensée à tous les gens des villes et villages ravagés par ce terrible drame. Je suis né dans l'Aude, et j'y ai vécu 18 ans. Aussi, je trouve normal de participer par ce chèque. Une intention de cœur, pour soulager et soutenir dans cette situation difficile et douloureuse. J'ai quitté l'Aude il y a 20 ans, pour autant l'Aude ne m'a jamais quitté et ne me quittera jamais. Nous tenons bien modestement à rendre un peu à tous les Audois qui nous ont si gentiment accueillis. Pour les sinistrés de l'Aude, de tout cœur avec vous. Mes pensées sont pour vous tous, courage, on ne vous abandonnera pas. Depuis le fin fond de la forêt tropicale, je pense à vous tous, courage, on vous aime. Il y a une note en fin de page. Cette liste de donateurs ne peut évidemment pas être exhaustive. Les dons continuent d'arriver au moment même où nous mettons ce magazine sous presse. Que celles et ceux qui ont fait un don et dont les noms n'apparaissent pas ici nous en excusent. Il y a un encart sur les collectivités. Des centaines de collectivités ont participé au mouvement de solidarité en faisant des dons ou des promesses de dons. Parmi ces collectivités, des communes de toute la France, mais aussi de nombreux départements, des régions, des associations ou des communautés de communes, qu'ils soient eux aussi remerciés pour leur générosité. Suit la liste exhaustive de tous les départements, les régions, les associations, les communautés de communes de France et d'ailleurs qui ont fait des dons. Ça commence par Adrier, Aisne, Alaigne, Albert, Allery-sur-Saône et ça finit par les Yvelines, qui est le dernier département par ordre alphabétique. Inondation. Les services sociaux du département aux côtés des Audois et des Audoises. En première ligne, aux côtés des victimes de ce drame, les travailleurs sociaux du département accueillent, écoutent et accompagnent les familles sinistrées. Dès le lendemain du drame, le bus du service de la protection maternelle et infantile du département a sillonné les villages meurtris pour accueillir les jeunes parents et les enfants en demande de soins. Avec à son bord un médecin, une puéricultrice et un psychologue, il a stationné à Trèbes, Villegayenc, Villemoustossou, Leuc ou Puchéric pour pouvoir assurer les consultations dans les zones où les locaux qui les abritent habituellement étaient inutilisables. Un précieux relais sur le terrain. Les agents des centres médico-sociaux ont également assuré de nombreuses permanences sociales dans les communes de Conques-sur-Orbiel, Salsigne, Villallier, Villemoustossou et Villegayenc, notamment pour apporter rapidement un premier soutien psychologique aux sinistrés. Cette présence sur le terrain a permis de débloquer rapidement les aides d'urgence délivrées par l'État et le département. Au total, 2 millions d'euros ont ainsi été versés pour venir en aide à plus de 4000 personnes. Désormais, les travailleurs sociaux du département poursuivent leur accompagnement auprès des habitants sinistrés. Relais sur le terrain de la commission départementale Solidarité Sinistrée, ils reçoivent les familles, vérifient leurs dossiers, identifient leurs besoins en fonction de leur situation, afin qu'ils puissent bénéficier des aides adaptées. Un soutien précieux pour ceux qui ont parfois tout perdu. L'opération sauvetage des archives départementales. Après le 15 octobre, les professionnels des archives départementales ont mis leur expertise et leurs compétences au service des communes, établissements publics et offices notariaux sinistrés pour la sauvegarde de leurs archives. Des milliers de documents ont été souillés par les eaux lors des intempéries. Aussi, peu après les intempéries, une cellule de crise a été mise en place aux archives départementales de l'Aude
pour permettre la récupération des archives endommagées avec un diagnostic préalable et un premier traitement d'urgence sur place. Les dossiers et documents abîmés ont été stockés dans une salle d'exposition aménagée en conséquence, puis triés en fonction du traitement le plus adapté, séchage, congélation ou lyophilisation. C'est un procédé de conservation par congélation à basse température, avant déshydratation, puis mise sous vide. Il a fallu faire des choix. Au total, ce sont près de 20 mètres linéaires de documents qui ont pu être sauvegardés et qu'elles ont commencé à traiter. Les actes de 2 offices notariaux, archives de la Direction départementale des territoires et de la mer, du collège de Cuxac-Cabardès, une partie des archives de Trèbes, les dossiers de la CAF, etc. Ce traitement d'urgence des archives a permis de stabiliser l'état des documents avant que la dégradation ne s'aggrave, en évitant notamment le développement des moisissures. Il a fallu faire des choix en se consacrant d'abord aux documents essentiels, ceux qui concernent la protection des droits des citoyens et citoyennes ou ceux qui sont indispensables à la reprise d'activité, souligne Christine Martinez, directrice des archives départementales de l'Aude. Mais le travail de fond effectué par les équipes a payé et nous n'avons pas eu à déplorer tant de pertes que ça. La bibliothèque départementale, solidaire et attentive. Le réseau des bibliothèques audoises a apporté son aide technique aux communes sinistrées et a lancé Comptes solidaires. Il s'agit des comptes pour enfants, et au pluriel, pour apporter du rêve aux enfants victimes des inondations. Des livres à l'eau et des lieux de culture dévastés par les flots. Après les inondations du 15 octobre, les responsables de la bibliothèque départementale de l'Aude sont entrés en contact avec tous les membres du réseau des bibliothèques audois pour recenser les dégradations causées par les intempéries. Au total, 7 bibliothèques ont été touchées. Celles de Ville-Gayenc et Saint-Hilaire ont été entièrement détruites, tout comme la médiathèque de Conques-sur-Orbiel, qui devait ouvrir ses portes en novembre, et qui a été ravagée par la montée des eaux. Dans les semaines qui ont suivi le déluge, les équipes de la bibliothèque départementale de l'Aude ont consacré leur temps et leurs ressources à l'accompagnement des lieux de lecture sinistrés, dons d'albums neufs, centralisation des collectes d'ouvrages, écoute et soutien des bibliothécaires. Les bibliothécaires privés de bâtiments ont ainsi pu faire appel aux collections de la bibliothèque départementale pour utiliser les ouvrages hors d'action, hors les murs, dans les classes, en crèche, etc. Le soutien du monde littéraire aux sinistrés. Les nouvelles des sinistres occasionnés ont ému le monde littéraire. Le réseau de lecture publique de Carcassonne-Aglo s'est porté volontaire dès le début pour accompagner la bibliothèque départementale dans son soutien aux bibliothèques sinistrées. Les bibliothèques départementales du Gers et de la Haute-Garonne, les bibliothèques municipales de Port-la-Nouvelle, Ramonville et Azille ont ainsi organisé des collectes de dons à destination des structures audoises que la bibliothèque départementale s'est offert de centraliser. Une récolte de livres à laquelle ont également participé les librairies, les éditeurs et même les auteurs, tels Ingrid Chabert, auteure jeunesse et scénariste de BD. De son côté, la Direction régionale des affaires culturelles, la CRAC, a suivi de très près les dossiers pour les inscrire dans un plan d'urgence. Des comptes solidaires pour apporter du rêve. L'idée d'un partenariat avec Carcassonne-Aglo a germé dans les esprits avec le projet d'apporter de la culture et du rêve aux enfants des communes sinistrées. L'opération Compte solidaire a ainsi permis de proposer, courant décembre, une dizaine de soirées autour des contes pour faciliter l'expression des enfants et les sécuriser après les épisodes traumatisants qu'ils ont pu connaître. À cet égard, confie Victoria Quadros, directrice de la bibliothèque départementale de l'Aude,
Un conte comme Les Trois Petits Cochons est très demandé par les enfants. Il les rassure et leur apporte du réconfort. Que faire si vous avez perdu des documents appartenant à la bibliothèque départementale? Les collections abîmées lors des prêts chez les particuliers ne devraient pas faire l'objet de demandes de remboursement. Les sinistrés peuvent les apporter dans une bibliothèque qui transmettra l'information à la bibliothèque départementale. Jean-Noël Loze, conseiller départemental en charge de la culture. Il dit « Le réseau des bibliothèques audoises a effectué un travail remarquable, dans l'urgence tout d'abord, puis dans l'accompagnement des communes sinistrées, avec une attention particulière portée au jeune public. » L'art d'être audois. La cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles constituent aujourd'hui un site unique au monde. Nicolas Fauchère, F-A-U-C-H-E-2-R-E, historien spécialiste des fortifications. Sa biographie. Nicolas Fauchère, 1er avril 1957, naissance à Paris. 1986, publie l'ouvrage Place forte, bastion du pouvoir, aux éditions Rempart. 1986-1994, soutient une thèse en archéologie médiévale, en poste à l'Inventaire du patrimoine à Paris, puis à Lille. Devient responsable d'opérations de fouilles archéologiques en Syrie, Turquie, Israël, Iran et Liban notamment. De 1995 à aujourd'hui, successivement professeur en histoire et archéologie médiévale à l'université de La Rochelle, de Nantes, puis d'Aix-Marseille depuis 2012. Nommé expert scientifique du réseau Vauban auprès de l'UNESCO. 2014, publie La genèse du système bastionné en Europe aux éditions Navarenx. Nicolas Fauchère en croisade pour les citadelles. Historien spécialiste des fortifications, Nicolas Fauchère est membre du conseil scientifique chargé du dossier de candidature de la cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Question d'Audemag. Vous étudiez les ouvrages fortifiés à travers le monde. En quoi les citadelles du Vertige audoises ont-elles un caractère exceptionnel? Réponse. Elles marquent en premier lieu l'émergence sous Philippe Auguste d'une frontière d'État en France et la capacité pour le pouvoir central de gérer les chantiers planifiés en série et exécutés à distance. Deuxième modernité, il s'agit d'une mutation radicale dans l'architecture militaire. Au lieu d'attendre l'assaillant, on va le chercher jusque dans les montagnes, ce qui est inédit. On passe ainsi à une défense active et postée, avec l'édification d'une forteresse de tours circulaires percées de meurtrières. Question. Carcassonne et sa cité en sont le pivot. Réponse oui, la cité de Carcassonne exerce le rôle de place de dépôt centrale où siègent les représentants de l'État avec des châteaux sentinelles construits autour et dont le fonctionnement et l'approvisionnement dépendent de Carcassonne. Question. Existe-t-il aujourd'hui d'autres exemples dans le monde de construction de ce type avec une telle organisation? Réponse. Sur le principe d'une place de dépôt centrale, non. En cela, Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne sont uniques au monde. Mais il existe des châteaux similaires en Arménie, dans la région de Cilicie. Ces sites ont été bien conservés jusqu'en 1987, date des destructions ciblées par l'armée turque, qui a fini par en comprendre l'enjeu symbolique. Question. Et en France? Réponse. On peut citer le château de Tille en Bourgogne, ou encore le château de Mosin en Auvergne. Mais des châteaux enchapelés qui verrouillent une frontière comme c'est le cas dans l'Aude, non, c'est unique. Question. Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans la candidature des citadelles du Vertige au patrimoine mondial de l'UNESCO? J'ai été contacté par le département de l'Aude alors que je venais d'engager un programme collectif de recherche sur l'enceinte de Carcassonne avec l'archéologue audoise Marie-Élise Gardel. Ce qui m'a séduit, c'est la mise en place d'un conseil scientifique souverain sur les autres parties prenantes de la candidature. C'est lui qui détermine les axes de travail, l'argumentaire. Il est assez rare
Que la politique fasse ainsi entièrement confiance aux scientifiques, c'est remarquable. Question. Quel était l'enjeu du colloque international qui a eu lieu fin septembre? Réponse. Il s'agissait de marquer la reconnaissance par la communauté scientifique internationale de la valeur universelle exceptionnelle de notre candidature. Une étape nécessaire est aussi pour aborder le concept d'authenticité. Est-ce que les monuments nous sont parvenus dans un état de conservation parfait, ou sinon, est-ce qu'ils ont été restaurés avec le maximum de garantie? Nous avons ici deux approches radicalement opposées qu'il va falloir associer. Carcassonne et sa cité, restaurée au XIXe siècle selon les principes de Viollet-le-Duc, avec des restitutions, et les citadelles qui, elles, un siècle plus tard, ont fait l'objet d'une cristallisation, c'est-à-dire que leur restauration conserve l'existant en le figeant. Question. C'est ce qui fait l'image si unique des citadelles du vertige? Réponse. Oui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'image poétique et romantique de la ruine qui se dégage des châteaux. Ces grandes citadelles muettes qui se détachent dans les corbières, cette dentelle de pierre aléatoire qui se découpe dans le ciel, c'est ce qui nous émeut. Restituer un parapet linéaire casserait complètement la magie des sites. Note. Pour soutenir la candidature des citadelles du vertige à l'UNESCO, rendez-vous sur le site citadelle au pluriel du vertige au singulier le tout attaché.ode.fr. En bref, Villegayenc, un nouveau pont en service. Moins d'un mois après les inondations qui ont meurtri le département, le pont de Villegayenc, emporté par la montée des eaux du Trapel, a été remplacé par un pont préfabriqué à charpente métallique de type Bailey. La circulation a ainsi pu reprendre sur cet axe très fréquenté entre Carcassonne et Mazamet. Les travaux de réfection entrepris sur de nombreuses routes ont également permis la reprise rapide du trafic, comme sur la RD 201 à Conques-sur-Orbiel, la RD 67 dans le Minervois ou la RD 3 entre Villemagne et La Grasse. Ces résultats rapides ont été rendus possibles par la mobilisation totale des agents départementaux pour restituer aux usagers les voies endommagées dans les plus brefs délais. Un grand bravo à eux. La foire au gras de Belle-Pêche a fait le plein. C'est une tradition qui ne se perd pas. Des milliers de visiteurs ont parcouru les allées de la 42e foire au gras de Belle-Pêche dans la Piège le week-end du 8 au 9 décembre dernier. André Viola, le président du conseil départemental de l'Aude, était présent pour célébrer cet événement réunissant des producteurs de l'Aude et des départements voisins. La foire au gras de Belle-Pêche est la plus ancienne de l'Aude, ce qui fait dire à Robert Nodina, président du comité d'organisation de la foire, que la Piège est la capitale mondiale du foie gras. Les collégiens mangent local, leurs papilles se régalent. Jean-Luc Durand, conseiller départemental et responsable de la plateforme agrilocal11.fr, en visite au collège Varsovie de Carcassonne, sur la photo. Promouvoir les circuits courts et valoriser les produits au doigt, tel est l'objectif de l'opération Manger au doigt, c'est le top du top, qui s'est déroulée dans les 10 collèges du département du 10 au 13 décembre dernier. À cette occasion, les conseillers départementaux se sont rendus dans les collèges participants pour manger avec les élèves des menus concoctés par les chefs cuisiniers des restaurants scolaires. Au collège Varsovie à Carcassonne, les élèves ont ainsi pu goûter un bœuf bourguignon préparé avec l'une des 3 vaches gasconnes achetées par le département sur les marchés d'Espezelle et de Cessac. Pour le plus grand bonheur de Jean-Luc Durand, conseiller départemental chargé du développement d'agrilocal11.fr. Avec agrilocal11.fr, nous mettons en relation les producteurs locaux avec les établissements publics comme les collèges. C'est plus sain, moins cher et bénéfique pour l'économie locale. Manger au doigt, c'est vraiment le top du top. La montagne noire mise en valeur. Avis aux promeneurs. Les services du département ont aménagé un sentier en amont de la cascade de Cube-Serviès sur la commune de Roquefort. Plusieurs panneaux explicatifs présentent les terrasses du Rieux-Fort et invitent à découvrir sur plusieurs centaines de mètres
le patrimoine de la Montagne Noire. Présentation du site, croquis, panneaux pédagogiques sur l'organisation du bâti en pierre sèche ou sur le moulin qui occupait jadis les lieux. Une mise en valeur naturelle pour un site remarquable. Inondation, une cuvée solidaire pour les vignerons. Les vignerons ont du cœur et le prouvent. L'association audoise des agriculteurs sinistrés a remis jeudi 6 décembre à André Viola, président du conseil départemental de l'Aude, la première bouteille de la cuvée Solidarité Inondation. À cette occasion, Philippe Vergne, président de l'association, a souligné la solidarité énorme de la communauté agricole depuis les inondations. La solidarité, on l'a dans nos gènes, a-t-il observé. André Viola a pour sa part salué la dignité des agriculteurs face à cette terrible épreuve. Le département de l'Aude a remis un chèque de 10 000 € à l'association audoise des agriculteurs sinistrés. Les 6 000 bouteilles de la cuvée solidaire, un cru Minervois 2015, sont vendues à la Chambre d'agriculture de Carcassonne et au syndicat des vignerons de Narbonne au prix de 8 €, intégralement reversés aux agriculteurs sinistrés. Succès pour le Festival international du film politique. La première édition du Festival international du film politique, qui s'est tenue à Carcassonne du 4 au 8 décembre dernier, a tenu toutes ses promesses. Des têtes d'affiche, de bons films et un public venu en nombre. Côté palmarès, c'est le film La Permission de l'Iranien Soheil Beiraghi qui a reçu le grand prix du festival. Partenaire de l'événement, le département de l'Aude a salué la qualité du festival par la voix de Jean-Noël Lioz, conseiller départemental en charge de la culture. Longue vie au FIFP, Festival international du film politique, dans l'Aude. Le CMS et l'espace senior de Lézignan-Corbière se profilent. Les travaux avancent à Lézignan-Corbière. André Viola, le président du conseil départemental de l'Aude, a procédé en novembre à la pose de la première pierre du centre médico-social et de l'espace senior sur le site de l'ancienne gendarmerie. Les conseillers départementaux du canton, Valérie Dumontel et Jules Escarré, ont activement participé à cet événement. Ce nouvel équipement, très attendu par la population, verra le jour dans quelques mois. Quoi de neuf sur la route ? La RD 113 s'est refait une beauté. Les travaux de reconstruction d'un mur de soutènement sur la RD 113 à Soupex dans le Lauragais sont terminés depuis le début du mois de décembre. Le nouvel ouvrage, long de 21 mètres pour une hauteur de 2 mètres, permet le passage en sécurité des usagers sur toute la longueur de la route. Un garde-corps pour protéger les piétons et cyclistes a aussi été installé le long de la voie. Coût total des travaux, 115 000 €. Une route toute neuve à Escouloubre. C'est un chantier de longue haleine qui s'est achevé sur la RD 118 à Escouloubre. Le renforcement de la chaussée et la pose de murets sur cet axe principal de la Haute-Vallée, entamé dès 2013, a pris fin cet automne. La chaussée a été renforcée et sécurisée. Une bonne nouvelle pour tous les usagers de cet axe qui dessert le sud audois. Coût de la dernière tranche travaux, 602 000 €. La RD 9 renforcée à la Tourette Cabardès. L'effondrement d'un flanc de colline suite aux intempéries du 15 octobre a nécessité la réalisation d'une paroi clouée d'une dizaine de mètres pour soutenir la RD 9 à la Tourette Cabardès. Un parapet en pierre a également été érigé pour sécuriser le passage. La circulation a pu reprendre sur cet axe début décembre. Coût des travaux, 90 000 €. Note, tout sur les travaux sur www.inforoute11 tout attaché, 11 en chiffres.fr. En travaux, Rocade de Narbonne, ça avance. Les équipes sont à pied d'œuvre sur le colossal chantier de la Rocade Est de Narbonne. En attendant l'ouverture prévue avant l'été, les engins de travaux publics s'activent pour affiner le terrassement et dessiner le tracé des fossés sur une grande partie du chantier.
Les premiers enrobés ont été réalisés durant l'automne, au rond-point de la route d'Armissan, que les voitures peuvent désormais emprunter. Le coût total de la réalisation de cette rocade de 2,7 km, qui reliera le rond-point de la route de Béziers à celui dit de Lanfort, est de 12 millions d'euros. CPE, c'est pas évident, la nouvelle web-série audoise. Après le succès de Crazy Sisters en 2014, le réalisateur audois Julien Yamas est de retour avec une nouvelle web-série, CPE, c'est pas évident. L'avant-première aura lieu le 19 janvier au complexe CGR de Carcassonne. On y suivra les aventures de Steph, une conseillère principale d'éducation, un peu déjantée, adorée par ses élèves et détestée par les enseignants. Le personnage principal est interprété par la truculente Nathalie Marcotte. À noter, le tournage s'est déroulé l'été dernier au collège André Chénier de Carcassonne, un projet artistique soutenu par le département de l'Aude. En occitan, le cassoulet se mange pas toute solette. Le cassoulet se met au centre d'une belle tablée. Le cassoulet, un plat culturel et occitan. Les plats de la cuisine traditionnelle sont porteurs de valeurs humaines, culturelles et nutritives que ne sauraient avoir les productions industrialisées sans origine et sans histoire. Mangiar es pas solament un acte necessari a la vida, a la subsistentio, és un acte mai bel que fa rampel a nostre sens et a nostre imaginaire. Les grands cuisiniers Prosper Montagnier décrétaient que les Occitans tenions un diu, les cassoulettes. Auguste Forest escriu que le quite gargantua sa regalava déjà de la flaira quand le plat arrivava sur la taulo. Un cop quel singular est dit, c'est pour passer à la question de la diversité et de las disputes des cluquiers que permettent un escambis trefandies a melus besis et las besis d'un taulo, la forme de la casolo, l'origine leggendario, mitico ou historico del plat. Così e curo les favols remplaceront las favos. La suprématie ou non du cassoulet de Castelnaut sur l'us de Carcassonne et Toulouse. La catégorie des favols utilisado, coco ou lengos, datis de question. L'ausel fournisseur de coufites, l'auco ou l'utirun. Et senebiro, fedo ou agnel. L'origine de l'aigo. Les nombres de côtes que calcreva la pelle. Las pomos d'amour din le cassoulet. Coutumo ou eresio. La causido d'albi per accompagnar l'harmonio fabols carn. E si la discutido va a tal, es que se trapo monde alentro de la taulo per charra, es cambia, passa un moment, amassa, e torna a faire el monde. Le cassoulet es portae de societat e de sociabilitat. Mas, como manjan pas cassoulet cada jour, cada uno e cada un pot transposar aquesto cronico e meten en abans la ligot, la garbero, la brandado, l'upo la baisse, la pintado, la zinat, la lebre a l'ast, lo freginat, mais jamais la supo de murres, e pensat a vos convidar a vostro taulo. À lire, Le cassoulet, imaginaire, pratique et variation patrimoniale de Jean-Pierre Pignès, édition Garae, Hésiode, 172 pages, 20 €. Adresse internet www.garae.fr. À visiter l'exposition sur le cassoulet au musée de l'Oraguet à Castelnaudary, sur rendez-vous au 04 68 23 05 73. Je répète, 04 68 23 05 73. Décryptage. Les chiffres clés des inondations. Les intempéries meurtrières du 15 octobre dernier resteront longtemps gravées dans la mémoire des Audois et des Audoises. Par leur ampleur, l'importance des dégâts et le nombre de personnes touchées, elles ont plongé notre département dans le chaos avant que ne s'ouvre le chantier de la reconstruction. Retour en chiffres sur cet épisode dramatique.
750 pompiers et 200 gendarmes mobilisés, 150 personnes élitreuillées, 4000 familles sinistrées, qui ont pu bénéficier du fonds d'urgence pour un montant total de 1 700 000 €. 1 070 000 €, c'est la somme des dons adressés à l'association de soutien aux sinistrés Aude Solidarité. Plus de 220 millions d'euros de dégâts estimés pour les biens matériels. 204 communes audoises reconnues en état de catastrophe naturelle. 130 millions d'euros de dégâts occasionnés sur les biens non assurables des collectivités, dont 25 millions d'euros sur les routes départementales. 3 semaines, c'est le temps record qu'il aura fallu pour remplacer le pont de Villegayenc, détruit par les inondations, et remplacé par le pont de type Bailey, doté d'une charpente métallique. 15 millions, 36, c'est la somme des dons promis ou déjà versés au département par 583 organismes publics, dont 55 départements et une région. Focus. Culture occitane pour que vive la Languedoc. Depuis 2 ans, le monde occitan et les élus du département travaillent pour donner un nouvel élan à la Languedoc. Fruit de cette réflexion collective, le schéma départemental de l'occitan dans l'Aude, voté le 22 octobre dernier, fixe des objectifs ambitieux. Promouvoir l'occitan, c'est promouvoir une culture du partage et de l'échange, c'est promouvoir une république intégrative, forte de ses différences, fière de ses valeurs. C'est ce que dit André Viola, président du conseil départemental de l'Aude, et qu'il a proposé il y a 2 ans aux occitanistes d'impulser une vraie réflexion sur l'avenir de l'occitan. Et c'est dans cet esprit d'échange, évoqué lors d'une session d'atelier en mai dernier, que ce schéma départemental a pu aboutir. De multiples actions sont déjà conduites par le monde associatif, avec le soutien du département, mais le constat est unanime, il faut harmoniser ces actions pour les rendre plus lisibles. Accentuer la visibilité de la langue occitane. Le plan voté le 22 octobre dernier pose donc un certain nombre d'engagements pour faire vivre la langue occitane. Parmi les points essentiels, la pérennisation du soutien aux projets culturels valorisant l'occitan et la volonté d'accentuer la visibilité de la langue. Pour cela, une future signalétique bilingue est à l'étude, ainsi qu'une meilleure médiatisation de l'occitan ou encore un soutien actif à la diffusion de contenus en occitan par le Centre international de développement de l'occitan et l'Office public de la langue occitane. Côté éducation, le département affirme son appui à la demande auprès de l'inspection académique d'un 2e conseiller pédagogique en langue et culture régionale dans l'Aude. Une plaquette sera également éditée pour faire connaître l'enseignement de l'occitan de la maternelle au lycée, parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la langue occitane. Jean-Noël Lauze, toujours conseiller départemental en charge de la culture et de l'occitan. Il dit « Donner à l'occitan la place qu'il mérite ». On a fait un état des lieux, avec les acteurs, et réfléchi à un fonctionnement qui mette mieux en valeur le travail de terrain. Le schéma acte cette volonté politique de donner à l'occitan la place qu'il mérite, et confirme que cette langue fait partie de notre patrimoine. Le schéma aborde les secteurs de l'économie, l'éducation, la culture, etc. Et parmi les mesures, nous allons par exemple mettre en valeur les acteurs qui donnent une place à la culture occitane dans leur production. Toujours focus, les occitanistes ont la parole.
Alain Roche, écrivain, conteur, animateur radio. Une question de transmission de notre passé. Il est bon que le monde associatif ait été réuni. Maintenant, il faut mettre tout cela en musique dans les secteurs culturels, économiques et de l'éducation. On a un gros travail d'information à réaliser auprès des services, des collectivités et des populations. Le but central, ce n'est pas que l'Occident soit mis en avant pour faire joli, mais qu'il soit un point d'accroche grâce à la pratique de la langue et l'histoire. Il faut expliquer aux populations que la langue est une question de transmission de notre passé, des réalités de notre territoire. Il va falloir favoriser le maximum de visibilité, d'écoute et de pratique de la langue dans l'éducation et la culture. Autre occitaniste, Fabienne Albert, conseillère pédagogique départementale en langue occitane. Ce retour aux sources est important, dit-elle. Ce schéma est une excellente initiative. Il y a déjà eu des états des lieux, mais là, on a senti que cela serait suivi des faits. On a eu notre mot à dire. Dans l'éducation, il est important d'avoir les forces politiques avec nous, notamment pour demander l'ouverture de cursus bilingues. Il faut mieux informer les parents qui ne savent pas que cela existe. On attend aussi un deuxième conseiller pédagogique. L'un s'occuperait de l'enseignement dans le cursus bilingue et l'autre du développement de l'occitan. L'avenir de cette langue passe par une sensibilisation à la culture avec 20 heures d'initiation à l'année dans les écoles. Ce retour aux sources est important. Troisième occitaniste, André Denat, c'est un monsieur, président de Fazetz-la-Lenga. Associé, culture et langue. Ce schéma, on l'attendait depuis plusieurs années, et c'est la première fois que les élus viennent vers nous. Pour moi, la priorité est d'unifier les actions avec l'ensemble des départements de la région. Il faut une action commune, doublée d'une revendication politique auprès de l'État, qui devrait avoir honte de la situation. On voit notamment des restrictions flagrantes dans l'enseignement. Il faut associer culture et langue et faire énormément de formations auprès des agents départementaux afin qu'ils puissent aller dans les centres de loisirs, les maisons de retraite. Nous devons expliquer notre histoire et parler cette langue qu'on a dans la tête. 610 000 personnes utilisent régulièrement l'occitan, selon une enquête de l'Institut national d'études démographiques. 96 500 €, c'est le montant de l'aide que consacre chaque année en moyenne le département à l'occitan, dont 16 500 € au Calendretas et 15 000 € à l'Institut d'études occitanes. 9. C'est le nombre de calendretos dans l'Aude, dont 3 en milieu rural, Ville-du-Ber, Bise-Minervois et Périac-Minervois, soit 500 enfants, 21 classes et 26 enseignants. Par ailleurs, 1375 enfants suivent une heure d'occitan par semaine en maternelle et primaire. Tip-top. 3 conseils malins pour rénover votre maison. Avec Fanny Rousson, chargée d'opération chez Octea. Premier chapitre. S'informer avant toute rénovation. Avant les travaux, consultez les conseillers de Mon Coach Écologie. Alors, Mon, M-O-N, Coach, C-O-A-C-H, Éco, E-C-O, trait d'union, Logis, L-E-O-G-I-S. Ces 4 mots sont précédés d'une majuscule. Ce dispositif d'aide est gratuit et destiné à accompagner les propriétaires à faibles ressources dans leurs projets d'économie d'énergie avec une assistance technique, financière et administrative. Nous vérifions votre éligibilité et nous vous guidons dans les démarches. Il faut en effet
se montrer vigilant sur les offres qui paraissent très alléchantes, comme les combles à 1 euro. En bénéficier vous fermera définitivement les portes d'aides plus importantes. Alors, mieux vaut bien se renseigner avant. Deuxième chapitre. Priorité aux murs et à la toiture. On a tendance à croire que les déperditions de chaleur se font principalement par les fenêtres, et le fait d'avoir un courant d'air, même léger, qui passe à travers une fenêtre, accentue cette sensation. Or, il faut savoir que les principales sources de déperdition d'énergie dans le logement proviennent d'une mauvaise isolation des murs et de la toiture. Ce sont d'abord ces points-là qu'il faut vérifier et bien isoler avant de s'attaquer aux fenêtres. Chapitre 3. Connaître les aides disponibles. Pour bénéficier des aides, les travaux de rénovation envisagés doivent permettre un gain énergétique d'au moins 25%. Cela peut concerner un changement de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, une isolation des combles, des murs et du plancher, la mise en place d'une ventilation ou un changement de menuiserie. Le montage des dossiers de subvention permet d'obtenir un financement qui peut aller jusqu'à 80% du coût des travaux selon votre situation. L'intérêt de Mon Coach Écologie, solliciter toutes les aides possibles d'un seul coup avec un seul interlocuteur. Pour tout savoir sur le dispositif Mon Coach Écologie, rendez-vous sur www.aude.fr/783. 3. Dans la peau 2, Fabrice Faussy, directeur de l'atelier Canopée de l'Aude, qui propose des outils, animations et formations pédagogiques à destination de tous les publics. Lieu de ressources et de proximité. À l'atelier Canopée, nous nous adressons à tous les acteurs éducatifs, qu'ils soient enseignants, formateurs, personnels des collectivités, animateurs, mais aussi aux particuliers et aux familles. 16 000 ouvrages sont à la disposition du public au sein de notre médiathèque et de notre ludothèque. Livres, jeux, mallettes pédagogiques, expositions, matériel numérique, tout peut être emprunté via un abonnement. Notre objectif est de répondre à toutes les questions éducatives en jouant le rôle d'interface entre les différents publics. Expérimenter et co-construire. Un laboratoire éducatif et culturel, c'est comme ça que je définirais notre calendrier d'animation. Nous abordons le numérique éducatif, nous proposons des rencontres avec les auteurs, des ateliers d'écriture, des débats autour de la citoyenneté, avec, toujours à l'esprit, la volonté d'innover et d'expérimenter. Il nous arrive aussi de mener des actions pilotes qui ensuite sont reprises au niveau national par notre réseau pour être menées ailleurs. Là encore, nous nous adressons à tous les publics. Vers les pratiques de demain. Notre catalogue de formation porte essentiellement sur des pratiques innovantes, souvent numériques. On peut y apprendre à créer une web TV ou à construire un escape game avec des jeunes. Sur ce volet, on s'adresse à tous les professionnels des structures éducatives en lien avec l'inspection académique et le rectorat. Nous développons aussi des programmes éducatifs en réalité virtuelle pour sensibiliser les jeunes sur des thématiques comme la prévention routière ou le harcèlement à l'école. Empêcher la fracture numérique. L'idée première est de développer et multiplier les actions afin qu'il n'y ait pas de fracture numérique, que les nouvelles technologies et pratiques comme la robotique, la programmation, la réalité virtuelle soient accessibles à tous. Nous voulons aider à démocratiser la culture du numérique afin qu'il y ait une égalité de chances entre les jeunes et les accompagner, enfin, pour qu'ils deviennent à leur tour des acteurs du numérique. Développer une culture du numérique. L'envol de l'atelier Canopée de l'Aude. Anciennement Centre départemental de documentation pédagogique, CDDP, la structure s'est installée depuis novembre 2016 sur le boulevard Omer Sarraut à Carcassonne. En janvier 2017, elle a obtenu le label Atelier Canopée et a intégré le réseau national de création et d'accompagnement pédagogique Canopée, opérateur d'État. Aujourd'hui, plus de 700 personnes sont abonnées au centre de Carcassonne
Parmi la trentaine d'événements programmés chaque année, le salon Aude à l'école, à l'attention des professionnels, et le prix littéraire d'un livre à l'Aude, organisé dans les collèges avec la bibliothèque départementale de l'Aude. Pour en savoir plus, atelier Canopée de l'Aude, C-A-N-O-P-E, accent aigu, 10 boulevard Omer Sarraut, Carcassonne. Téléphone 04 68 25 77 34, je répète, 04 68 25 77 34. Aude Trotter. Carcassonne 2. Aude Mag vous propose de partir à la découverte des cantons de l'Aude avec vos conseillers départementaux. Projet, spécificités locales, actualité. Tamara Rivel et Philippe Cazenave vous présentent le canton de Carcassonne 2. Tamara Rivel, vice-présidente du conseil départemental. 55 ans, architecte, 2 enfants, aime co-construire les projets avec ses concitoyens. Philippe Cazenave, conseiller départemental, 61 ans, retraité de la fonction publique hospitalière, 2 enfants, aime le rugby, la course à pied, la randonnée et passer du temps en famille. Un canton atypique. Le canton Carcassonne 2 possède une particularité de taille. La cité de Carcassonne dans son écrin de vigne. C'est un canton bicéphale qui rassemble à la fois des quartiers populaires de l'est de Carcassonne, à forte densité, comme La Comte et Ozanam, résidentiels, comme les hameaux de Montléguin ou Montredon, périurbains, dans les villages de la première couronne de Carcassonne, et plus ruraux, comme Mas de Course ou Villeflour. En cela, ce canton est un vrai condensé du département de l'Aude. C'est un territoire riche et attachant que nous sommes fiers de représenter. Et c'est Tamara Rivel qui parle. Au plus près des quartiers populaires. Le département est partie prenante du projet de rénovation urbaine et du contrat de ville, dont l'objectif est de revitaliser des quartiers délaissés depuis les années 1960. Grâce à la réhabilitation énergétique des logements de bailleurs, la rénovation d'espaces publics, les 2 grands chantiers de La Comte et Ozanam, entamés en 2007, touchent aujourd'hui à leur fin avec un cadre de vie apaisé. Le département y cofinance aussi des chantiers d'insertion impliquant des habitants ou des habitantes très éloignés de l'emploi, ainsi que des associations de terrain comme la régie de quartier, Couleurs citoyennes ou les petits débrouillards qui améliorent la qualité de vie au quotidien. Ce que nous dit Philippe Cazenave. L'opération Grand Site, enfin en phase opérationnelle. Nous sommes partenaires avec la ville, l'agglomération et la région de ce programme d'aménagement qui encourage un tourisme durable en accueillant mieux les 2 millions de touristes annuels et en leur proposant de séjourner plus d'une simple journée sur notre territoire pour découvrir les merveilles de Carcassonne, du canton et du département. D'ici 2021, l'aménagement de l'entrée est de la cité sera réalisé depuis un nouveau carrefour sur la rocade avec un second parking, un réaménagement complet de la voie médiévale accédant au Tour Narbonnaise et le projet d'un accueil touristique digne de ce nom. Faire vivre la culture. C'est toujours Philippe Cazenave qui parle. Nous travaillons en étroite collaboration avec les maires et les associations des communes de notre canton. Avec cet objectif, les soutenir dans leurs projets. Nous voulons être des relais au service du monde associatif, sportif et culturel. À titre d'exemple, nous accompagnons depuis plus de 10 ans le théâtre dans les vignes, entre guillemets, dans le hameau de Cornaise, à Coufoulens. Ce projet artistique, porté par Pierre et Michel Edorf, accueille des scolaires et des artistes,
propose des créations et spectacles dans un ancien chai du vignoble carcassonnais transformé en théâtre. C'est une vraie réussite, conforme à l'idée que nous nous faisons de la culture sur le canton. Leur priorité, nous travaillons dans la main pour tisser des liens avec l'urbain et le rural. Toujours Aude-Trotter, le canton de Carcassonne 2. Alors, quelques chiffres. Population 20 790 habitants. Nombre de communes, 8. Cavanac, Casillac, Coufoulens, Leuc, Mas-des-Cours, Palaja, Verzeille, Villeflour, ainsi qu'une partie de Carcassonne. Superficie, 98 km². Les conseillers départementaux, Tamara Rivel, avec une adresse mail. tamara.rivel, R-I-V-E-L, @aude.fr. Philippe Cazenave, une adresse mail. Philippe avec un P majuscule. .cazenave@aude.fr. Toutes les infos se retrouvent sur aude.fr. Collectif et dynamique sur le chantier d'insertion du quartier d'Ozanam, qui nous montre une photo avec des enfants particulièrement réjouis pour couper un cordon. Collectif et dynamique. La vie associative et culturelle du canton de Carcassonne 2 est un exemple de diversité et de vitalité. On voit aussi un échange avec l'artiste Felice Varini devant la cité de Carcassonne, une visite à Carcassonne olympique lors de la fête du sport. Et croyez-moi, les petits judokas sont très très fiers. C'est pratique. Inondation. Comment solliciter une aide exceptionnelle? La commission départementale Solidarité Sinistrée a pris le relais du fonds d'urgence pour venir en aide aux victimes des inondations du 15 octobre 2018. Avec un objectif clair, apporter une réponse globale et rapide aux sinistrés grâce à un dossier unique. Vous êtes concerné par une demande d'aide exceptionnelle, Audemag vous donne le mode d'emploi. Qui peut déposer une demande d'aide exceptionnelle? Les Audois et Audoises ayant subi un sinistre et dont les ressources sont insuffisantes pour faire face aux dépenses liées à cette situation. Plus particulièrement, les personnes mal ou non assurées, assurance au tiers. Premièrement, je me procure le formulaire. Le dossier de demande d'aide exceptionnelle est à retirer auprès de la mairie de votre commune, de votre centre médico-social, CMS, de votre espace senior, de votre centre communal d'action sociale, CCAS ou CIAS, de la caisse d'allocation familiale, CAF, de la mutualité sociale agricole, MSA, de la caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, CARSAT, de l'union départementale des associations familiales, UDAF, des maisons de services au public ou de l'association SOLIHA, S-O-L-I-H-A. Vous pouvez aussi télécharger le dossier sur le site aude.fr. Deuxièmement, je remplis le formulaire. Le dossier doit être complet et accompagné des pièces justificatives suivantes. Un relevé d'identité bancaire, une copie de la déclaration du sinistre auprès de l'assurance, si vous en disposez, de la notification du montant pris en charge par l'assurance. Si votre demande concerne un véhicule, vous devez présenter un devis de réparation ou un document justifiant sa perte définitive et votre permis de conduire. Troisièmement, je rencontre un travailleur social. Vous devez ensuite prendre rendez-vous avec un travailleur social, CMS, Espace Senior, MSA, CAF, CPAM, SOLIA, UDAF, qui étudie avec vous l'ensemble de vos besoins et s'assure que le dossier est bien rempli avant de le transférer à la commission départementale Solidarité Sinistrée. Des permanences sont organisées chaque semaine dans certaines communes. Consultez la liste mise à jour régulièrement
sur aude.fr. Quatrièmement, la commission examine le dossier et rend une décision. La commission se réunit 2 fois par semaine. Une réponse vous est donc apportée dans les meilleurs délais. Votre demande est étudiée en fonction de votre situation personnelle, familiale et professionnelle, des aides déjà obtenues, des éventuellement remboursements des assurances, etc. Selon vos besoins et votre situation, différentes aides peuvent vous être versées. La commission étudie également les aides issues des dispositifs de droit commun susceptibles de correspondre à votre situation. À noter, pour intervenir plus rapidement, le département et ses partenaires ont pris la décision de ne pas attendre de connaître les montants remboursés par les assurances. Cinquièmement, je reçois une réponse. Une fois votre dossier examiné, la commission vous fait part, par courrier, de sa décision. Elle peut donner un accord, reporter l'étude de votre demande ou la refuser. Si la commission vous accorde une aide, un ou plusieurs montants peuvent être attribués par chaque financeur en fonction de votre situation. Vous recevez un courrier vous précisant les décisions prises et les montants octroyés s'ils sont connus. Chaque organisme financeur prend ensuite contact avec vous en précisant les montants accordés et les modalités de mise à disposition de l'aide. Une commission unique pour agir vite. La commission départementale Solidarité Sinistrée a été créée pour coordonner l'attribution des aides financières exceptionnelles aux Audois et Audoises victimes des inondations du 15 octobre 2018 et répondre rapidement aux besoins grâce à un dossier unique. Elle a été mise en place le 15 novembre pour une durée de 6 mois reconductible. Le département, en tant que chef de file des solidarités humaines, en assure le secrétariat. La commission se réunit le lundi et le jeudi à l'hôtel du département de l'Aude. La commission départementale Solidarité Sinistrée. Association Aude Solidarité, département de l'Aude, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, DDCSPP, Direction des finances publiques, DGFIP, Caisse d'allocation familiale, CAF, CAF, Carcassonne Aglo, Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, CPAM, Caisse d'assurance retraite de la santé au travail, CARSAT, Mutualité sociale agricole, MSA, Union départementale des associations familiales, UDAF. Des chiffres, 240. C'est le nombre de dossiers déposés à la date du 13 décembre. 267 420 €, c'est la somme globale allouée aux 172 dossiers validés par la commission mi-décembre. 1 070 000 €, la somme de dons récoltés par l'association Aude Solidarité, qui sera intégralement reversée aux sinistrés du 15 octobre. Le département et les jeunes. Le département joue la carte jeune au pluriel. Être jeune en 2019, pas si facile. L'époque est anxiogène, individualiste et propice au repli sur soi. Et pourtant, l'avenir appartient à la jeunesse. Alors le département agit pour offrir à toutes et toutes, les jeunes Audois et Audoises, les moyens de s'épanouir et de trouver leur voie vers l'autonomie. Emploi, mobilité, loisirs ou santé. Autant de sujets sur lesquels le département de l'Aude propose des solutions d'accompagnement. Aude Mag vous explique tout. Pour en savoir plus sur notre dossier, écoutez chaque semaine la chronique /Aude Mag sur les antennes des radios associatives audoises Contact FM, Radio Balade, RCF Pays d'Aude, Radio Marseillette et Radio Lengadoc Narbuno. 52 657, c'est le nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans dans le département de l'Aude. 45 000 €, c'est le budget alloué au Conseil départemental de la jeunesse. 9 300, c'est le nombre d'adhérents dans l'Aude à la carte Acti City destinée aux 11-30 ans. Le département et les jeunes. Charlotte,
Elle a 16 ans, elle est lycéenne à Narbonne et l'envie de s'engager. Donner des avis, trouver des solutions, Charlotte a très envie de s'engager. Elle peut s'inscrire au conseil départemental des jeunes. C'est simple, facile et sans contrainte. Cet espace de parole et d'action, créé par le département, s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, résidant dans l'Aude ou ayant une attache sur le territoire. Il leur donne les moyens de s'exprimer et de débattre via une application spécialement dédiée, de donner vie à leurs idées et, surtout, de passer à l'action. Un budget participatif d'un montant de 15 000 € est alloué au Conseil départemental des jeunes pour permettre la réalisation de projets. Pas de présence imposée, pas de nombre limité de participants. Le Conseil départemental des jeunes, c'est le débat d'idées et la liberté, à ne pas manquer. Pour plus d'infos sur le site web du Conseil départemental des jeunes, http://cdj.aude.fr. Et bien sûr, pas de majuscule. Peu avant Jeunes et engagés, un événement qu'ils ont organisé mi-décembre, des membres du Conseil départemental des jeunes ont participé à une conférence de presse. Valérie Dumonté, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la jeunesse et de la démocratie participative, nous dit « Notre volonté, au sein du département, est de soutenir les jeunes dans leurs projets collectifs et de leur donner le pouvoir d'agir. En un mot, les accompagner vers la citoyenneté. Nous jouons le rôle d'interface en les aidant à trouver des partenaires pour concrétiser leurs projets. Avec le Conseil départemental des jeunes, nous voulons permettre aux jeunes de prendre en main leur destin. » Les membres du Conseil départemental des jeunes ont participé en septembre et en octobre à des ateliers sur le thème de l'engagement citoyen. Toujours le département et les jeunes. Hakim. Il a 17 ans, il est lycéen à Castelnaudary et il cherche des bons plans. Pour ses loisirs, Hakim peut faire confiance à ActiCity, la fabrique à bons plans pour les jeunes audois et audoises de 11 à 30 ans. Financée par le département, cette association a vu le jour en 1988, avec un succès qui ne se dément pas au fil du temps. Aujourd'hui, près de 10 000 audois et audoises utilisent au quotidien leur carte ActiCity. D'un coût de 19 € et valable un an, elle permet d'obtenir des réductions chez les commerçants partenaires pour acheter des vêtements, des places de concert, de cinéma, etc. ActiCity, c'est aussi le bon endroit pour dégoter un job d'été. Et les jeunes audois et audoises ne s'y trompent pas. C'est la première raison pour laquelle ils viennent à ActiCity. Un bon tuyau, ça ne se refuse pas. www.acticity, en un seul mot, le dernier i étant un y, .com. Lucas. Il a 12 ans, il est collégien à Limoux, et il a envie de se dépenser. Élève de 5e au collège Joseph Delteil de Limoux, Lucas est boursier. À ce titre, il peut bénéficier du chèque Passerelle, une aide à la pratique d'activités culturelles ou sportives d'un montant de 50 €, à déduire du prix de son inscription. Conditions impératives, être boursier de l'Éducation nationale. Inscrit dans un établissement public ou privé du département de l'Aude et être licencié auprès d'une association sportive audoise affiliée à une fédération. Pour les disciplines artistiques comme le dessin, le théâtre ou la danse, elles doivent être pratiquées dans l'une des 16 écoles d'art conventionnées par le département. Le chèque Passerelle est également valable pour tous les apprentis boursiers jusqu'à l'âge de 16 ans. Intéressant, non? www.aude.fr/366. Lucas ne connaît pas bien le théâtre.
mais il aimerait bien aller voir une pièce. Ça tombe bien. Pour faciliter l'accès à la culture à tous les jeunes Audois et Audoises, le département de l'Aude propose aux enseignants des classes de 5e le dispositif Collèges au théâtre, qui permet aux collégiens et collégiennes d'assister pour 3,50 € à des représentations théâtrales, puis d'échanger avec des metteurs et des metteuses en scène et des comédiens et comédiennes. L'an dernier, 3500 élèves de 5e issus de 62 classes du département ont pu profiter de cette opération. Une adresse atpdelaude.com/collège au pluriel _au_théâtre. Alors je répète, atpdelaude.com/collège-au-théâtre. Et pour le cinéma, la classe de Lucas peut bénéficier de Collège au cinéma, une opération similaire à la précédente, qui invite à la découverte d'œuvres dans leur format d'origine et vise à initier les jeunes à la culture cinématographique. 150 classes et 18 collèges ont assisté l'an dernier à des séances de cinéma dans ce cadre, systématiquement accompagnées d'un projet pédagogique par le corps enseignant. Silence, la séance va commencer. Une adresse lesamisducinoche.org, rubrique éducation artistique à l'image. Les jeunes qui poussent la porte de nos locaux viennent chercher des informations sur les loisirs via la carte Acticity, mais aussi beaucoup sur l'emploi ou sur la santé, grâce au bureau Information Jeunesse. Nous analysons leurs demandes avant de les aiguiller vers les services les plus à même de répondre à leurs requêtes. Et c'est Claude Soula, directeur d'Articity, qui nous le dit. À l'adolescence, on se pose beaucoup de questions, et on ne sait pas toujours à qui les poser. Pour y remédier, il existe la Maison des adolescents. Via une plateforme Internet, le jeune peut interroger un professionnel qui lui apportera une réponse rapide. Si besoin, il pourra même rencontrer un psychologue ou un éducateur spécialisé près de chez lui. Une adresse www.maisondesados, maison au singulier, 11.fr. Je répète, www.maisondesados11.fr. Toujours le département et les jeunes. Manon, 21 ans, étudiante à Carcassonne, cherche une alternance. C'est la voie royale pour concilier études, autonomie financière et entrer dans la vie active. L'alternance. Pour trouver une entreprise prête à l'accueillir, Manon peut s'adresser à la mission locale de l'Ouest Audois, entre parenthèses, et en majuscule MLOA, dédiée aux 16-25 ans. Les conseillers de cet organisme, cofinancé par le département, aident les jeunes dans leurs démarches relatives à l'emploi ou à la formation. La mission locale de l'Ouest Audois a accompagné l'an dernier plus de 5000 jeunes. Parmi eux, 3458 ont trouvé un emploi, une formation, une alternance ou une immersion en entreprise. Grâce au fonds d'aide aux jeunes que finance le département, la mission locale peut également soutenir les jeunes âgés de 18 à 25 ans en difficulté sociale, professionnelle ou matérielle, sans revenus ou avec de faibles ressources. Cette aide, qui peut aller jusqu'à 2 000 € par jeune et par an, doit répondre à des besoins précis comme le logement, le travail ou le transport. Chaque dossier est proposé par un instructeur social issu d'une mission locale ou d'un centre médico-social avant d'être validé par une commission. Jean-Pierre Munich, directeur de la mission locale de l'Ouest Audois, nous dit « Avec 28 permanences assurées sur l'ensemble du territoire audois, nous sommes satisfaits de maintenir notre présence dans tout le département, y compris dans les zones rurales.
Au sein de la mission locale de l'Ouest audois, nous prenons le temps d'accueillir les jeunes et de les accompagner. Et au-delà de son soutien financier, le Conseil départemental de l'Aude nous apporte un appui constant dans la conduite de nos projets, et c'est très appréciable. Chloé Danillon, conseillère départementale déléguée à la lutte contre les discriminations, nous dit « Le département s'engage contre les discriminations. Cela ne concerne pas que les jeunes, mais ceux-ci sont en première ligne car ils construisent le monde de demain. C'est pourquoi nous œuvrons à les sensibiliser dès le collège à cette question. » À la mission locale, Manon et tous les jeunes de 14 à 25 ans peuvent également profiter du point accueil écoute jeune. Anonyme, confidentiel et gratuit, c'est un espace d'échange pour aborder des questions aussi diverses que l'école, l'orientation, la sexualité, la famille ou les addictions. Un lieu pour parler sans crainte d'être jugé. Une adresse www.meloa.fr/PAEJ-info. Info au singulier. Inès, 16 ans, lycéenne à Quillan, se pose des questions sur la sexualité. Pour ces questions santé et sexualité, Inès peut s'adresser au Centre de planification et d'éducation familiale. Ce lieu d'accueil et d'écoute propose des consultations médicales anonymes et gratuites, pour les mineurs notamment, et informe sur la sexualité, l'éducation familiale, le couple ou encore les problématiques gynécologiques et la contraception. Les centres de planification et d'éducation familiale de l'Aude sont basés dans les centres médico-sociaux, CMS, du département. Pour trouver le CMS le plus proche de chez elle, Inès peut se connecter à l'adresse suivante www.aude.fr/268. Raphaël, 17 ans, habitant de Rieux-Minervois, sorti du système scolaire. Comme Raphaël, plusieurs centaines de jeunes audois et audoises abandonnent chaque année l'école sans avoir obtenu de diplôme. Pour leur offrir une alternative, le département a créé en 2014 l'atelier Pierres anciennes, qui leur offre la possibilité de découvrir des métiers manuels. Sur des chantiers en plein air, les jeunes y apprennent les techniques de maçonnerie ou de balisage de chemins de randonnée, par exemple. Au départ, c'est une demande des parents qui veulent qu'on s'occupe de leurs jeunes. Et à la fin, ce sont les jeunes qui sont reconnaissants de l'intérêt qu'on leur porte, résume Bernard Coquille, éducateur au centre médico-social de Coursan et porteur du projet. D'autres initiatives similaires sont aussi soutenues par le département, comme le chantier d'insertion mené par l'association En Race Insertion Aude à la Grasse, et pour lequel plusieurs postes ont été réservés aux jeunes suivis par les services de l'aide sociale à l'enfance. Avec cet objectif, permettre l'insertion à la vie active des personnes les plus en difficulté. Christophe, 24 ans, habitant de Roulens, recherche son premier emploi. Depuis qu'il a terminé ses études, Christophe galère pour décrocher un emploi. Il renonce à des postes trop éloignés de chez lui, car il ne possède pas de permis de conduire. Pour les jeunes dans son cas, en situation précaire et justifiant d'une démarche d'insertion professionnelle, le département a mis en place l'opération Passeport Mobilité, menée en partenariat avec les missions locales d'insertion de l'Aude. Grâce à ce dispositif, Christophe va pouvoir intégrer l'auto-école d'insertion au volant et bénéficier d'une aide allant jusqu'à 450 € pour passer le permis de conduire. Depuis 2010, plus de 300 jeunes ont ainsi pu être accompagnés grâce à ce dispositif, souligne Franck Davrinche, directeur de l'association Au Volant.
Les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, les bénéficiaires du RSA ou encore les salariés d'un chantier d'insertion peuvent également prétendre au passeport mobilité. Pour savoir si vous êtes éligible, renseignez-vous auprès de votre référent ASE, RSA ou de votre mission locale. Locale. Ça, c'est du sport. Coupe d'Europe des Nations de rugby à 13. La France en vainqueur et le 13 solidaire des Audois et Audoises. Le stade Albert Domecq de Carcassonne a été le théâtre des exploits du 13 de France cet automne. Les 13istes tricolores, vainqueurs du Pays de Galles et de l'Écosse, se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de rugby à 13. Ils ont aussi montré leur générosité avec un don conséquent après les inondations. Retour en images. La France s'est brillamment qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de rugby à 13 grâce à sa belle victoire en Coupe d'Europe des Nations. Les hommes du coach trésiste Aurélien Colony ont disputé 2 matchs au stade Albert Domecq à Carcassonne pour autant de victoires. La première face au Pays de Galles, 54-18 le 27 octobre, et la deuxième face à l'Écosse, 28-10 le 10 novembre. Les prestations du 13 de France ont conquis le public audois. 54-18, c'est le score du premier match des Bleus face aux Dragons gallois. Amené par un formidable Tony Gigot, auteur d'un essai, de 8 transformations et d'une pénalité, les Français ont inscrit pas moins de 9 essais dans cette rencontre, du beau spectacle. La Fédération française de rugby à 13 a montré sa solidarité avec les victimes des inondations dans l'Aude. Marc Palanque, le président de la FFR 13, a remis le 13 novembre un chèque de 17 245 € à l'association Aude Solidarité, en présence d'André Viola, président du conseil départemental, et de Marie-Hélène Fabre, vice-présidente d'Aude Solidarité. Une somme provenant de la recette du match France-Pays de Galles, de la bourriche et de dons de joueurs. À noter, la Fédération mondiale de rugby à 13 a renoncé à ses droits sur le match et les pompiers ont offert leurs prestations. Agenda. Une centaine de collégiens au raid blanc. 15 et 16 janvier, col du Chioula. Comme tous les ans, à l'initiative du service des sports du département et de l'UNSS Aude, une centaine de collégiens ont rendez-vous pour le raid blanc, une épreuve qui se dispute par équipe. Les adolescents enchaînent ski de fond, course d'orientation et biathlon dans le magnifique cadre du col du Chioula. 15e, Gruissant Phébus Trail. 16 et 17 février, Gruissant. Le Gruissant Phébus Trail fête sa 15e édition. Près de 1500 concurrents sont attendus sur l'ensemble des épreuves, dont le 50 km qui compte pour le Trail Tour National. Au menu du 16 février, la Traillounette, 18 km, la Ronde des Chevriers pour les cadets, la marche nordique et le parcours des enfants. Le dimanche, la Scalados, 25 km, précédera le Gruissant Phébus Trail, départ à 9h. À 9h30, les féminines ont rendez-vous pour la Grussanote, 8 km. Site internet www.gse-organisation.com. Volleyball. Narbonne reçoit l'Ogre Tourangeau. 16 février, 20h, Palais du Travail de Narbonne. Les Narbonnais ont rendez-vous avec ce qui se fait de mieux en Ligue A. Les joueurs de Falasca Guillermo reçoivent le Tour Volleyball, septuple champion de France en titre. Un match pour l'exploit. Ça, c'est du sport. Poema Newland, la kitesurfeuse qui décolle. Poema Newland, jeune bachelière du lycée Louise Michel de Narbonne, a débuté le kitesurf il y a tout juste 3 ans. Depuis, elle enchaîne les performances. Un titre de championne de France junior, un classement dans le top 5 mondial en twin tip racing, et cet automne, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Rencontre avec une surdouée de la glisse. Question. Comment êtes-vous devenue championne de kitesurf en 3 ans? J'ai d'abord beaucoup joué au handball à Narbonne quand j'étais plus jeune. Mais ça faisait longtemps que mon père, professeur d'éducation physique et sportive,
proposé de me faire découvrir la planche à voile et le kitesurf. Au début, j'ai accepté pour lui faire plaisir, mais j'ai tout de suite aimé. J'ai effectué un premier stage de 2 semaines en 2015, puis j'ai intégré le pôle espoir de kitesurf de l'ECAT. Tout est allé très vite. Question: qu'est-ce qui vous plaît dans le sport? Beaucoup de choses. J'aime être proche de la nature, sur l'eau, et ne pas être enfermé dans une salle de sport. La glisse, c'est la liberté. Et puis, j'aime aussi la compétition. Question: cela suppose pas mal de sacrifices. Réponse: l'été dernier, après les épreuves du bac, entre les compétitions et les stages avec l'équipe de France, je n'ai passé que 2 semaines chez moi. J'avoue que c'est un peu fatigant. Heureusement, mes parents sont à fond derrière moi. Je m'entraîne beaucoup sur mon nouveau format de Twin Tip Racing, et quand je ne suis pas sur l'eau, j'essaye de faire 2 heures de sport par jour. Course à pied, musculation, cardio, etc. Question: le Twin Tip Racing, justement, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui allie vitesse et technique, avec du slalom et des obstacles à sauter. Nous sommes 4 à 12 kitesurfeuses sur la ligne de départ, tout va ensuite très vite. Le départ s'effectue lancé, et la course dure environ 3 minutes sur un parcours en W. C'est très intense. Question: quels sont aujourd'hui vos objectifs? J'ai envie de faire de grandes études. Je voulais m'inscrire en classe prépa, mais avec les compétitions, ça n'a pas été possible. J'ai finalement été prise à l'IUT technique de commercialisation à Toulouse, où mon emploi du temps va être aménagé en tant que sportive de haut niveau. Mais au-delà du sport, j'aimerais partir en Australie pour y poursuivre mes études dans le commerce et les relations internationales. Et qui sait, en fonction des épreuves retenues par le CIO, représenter la France lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Roger Reverdy, la caricature en étendard. Nul en dessin. Sans passion particulière pour cet art, rien ne prédisposait Roger Reverdy à devenir co-organisateur du Festival de la caricature et du dessin de presse de Castelnaudary en 1998, et à naître encore l'une des chevilles ouvrières, 21 ans plus tard. Rien, sauf peut-être un sens aigu de l'amitié et le hasard de l'actualité. Né au cœur du Razès, fils d'instituteur, Roger Reverdy a suivi les traces de son père. Devenu enseignant comme lui, il s'est engagé dans la lutte syndicale. Ses fonctions de secrétaire départemental lui ont fait rencontrer Alain Fayat, alias Alf, camarade, dessinateur et responsable du journal L'Enseignant. Un jour de 1998, ce dernier lui parle de son projet de festival. À quelques mois de l'inauguration, la manifestation se retrouve sans ville d'accueil pour sa première édition, résultat de la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac au printemps 97, qui bouscule l'échiquier politique. Et si on le faisait à Castelnaudary, lance Roger Reverdy. Le maire Patrick Mogard, nouvellement élu, adhère au projet. La petite équipe de bénévoles, toujours chapeautée par Roger Reverdy, est devenue depuis Lous Croquignos. À elle la logistique, à Alf la direction artistique. En 20 ans, près de 80 dessinateurs ont répondu à l'invitation. Ciné, Plantu, Deligne, Sampaio, Bess, pour ne citer que. Tinius aussi, qui depuis l'attentat de Charlie Hebdo, conserve une place d'honneur sur les murs du festival. Malgré un petit budget, soutenu par le cru Malepère et par le département, le festival perdure. Le secret, c'est la convivialité. On prend toujours plaisir à se retrouver, confie Roger Reverdy. La 21e édition du festival, du 22 novembre au 2 décembre dernier, n'a pas dérogé à la règle. La talentueuse dessinatrice Nadia Chiari, alias Willis from Tunis, a présidé le jury dans une bonne humeur certaine. En 3 jours, plus de 2000 personnes ont défilé devant les 300 croquis des dessinateurs invités. Inspiré par le thème « Tout le monde, il est beau », l'illustre Deligne a reçu le prix du public. Vivement la prochaine édition. Par ici les sorties. Un livre. Un traducteur. Un livre. Éric Maria remarque. Cette terre promise. Conserver l'esprit du livre original, son style, sa musique, son sens, jusqu'au jeu de langage, tout en changeant les mots, c'est le travail de Bernard Lortolari, vivant à Montaulieu,
Il a traduit les grands noms de la littérature allemande, notamment Franz Kafka, Bernhard Schlink et Patrick Süskind. Également éditeur de littérature de langue allemande chez Gallimard, puis Flammarion, Bernard Lortolari a traduit en 2017 Cette terre promise, livre d'Éric Maria Remarque, aujourd'hui édité en poche. Après l'assassinat de son père par la Gestapo, le jeune Allemand Ludwig Sommer fuit l'Europe. L'auteur de « À l'Ouest rien de nouveau » brosse le portrait d'une communauté d'exilés dans les milieux de l'art aux États-Unis, devenue refuge mais aussi terre de désillusion. Resté inachevé, ce livre est la conclusion d'une grande tétralogie consacrée aux émigrés allemands durant la Seconde Guerre mondiale. L'éditeur et le traducteur concluent le livre en nous montrant les différentes pistes explorées par l'auteur. Cette terre promise d'Éric Maria Remarque, traduit de l'allemand et postfacé par Bernard Lortolari, le livre de poche, novembre 2018, 600 pages, 8,90 €. Le choix de la librairie Le nom de l'homme, maison du banquet et des générations, abbaye publique de la Grâce, avec un numéro de téléphone 04 68 32 63 89, une adresse mail de la librairie, librairie@lamaisondubanquet.fr. Le coup de cœur d'Art Vivant 11, Art Vivant au pluriel. No Border. C'est un cri, un puissant monologue, un poème pluriel, imaginé comme la flamme fragile que se passent de main en main les coureurs du marathon. Associée aux arts de la rue et de la scène rock, Nadège Prugnard, auteure et comédienne, a arpenté durant 2 ans la jungle de Calais. De ses rencontres avec les migrants, elle revient avec un texte fort, sauvage, où les images défilent et nous plongent dans les sensations. Je suis perdu. Perdu UE. Cette première phrase du texte revient sans cesse. Dans un style franc et direct, elle égrène ces histoires singulières des gens qui fuient la guerre, leurs espoirs et nos propres errances et questionnements sur le sens de la communauté et de l'humanisme. Une lecture théâtrale à écouter et à vivre. Les 21 et 20 février à Montaulieu et Feste et Singe d'André. Réservation sur atp2lode.festic.net. Art Vivant fête ses 40 ans. Pour que puisse naître un rêve de théâtre, de danse, de cirque, de chant, de musique ou de mime, il faut parfois l'aide d'une bonne fée. Dans l'Aude, Art Vivant 11 joue avec perfection ce rôle depuis tout juste 40 ans. Subventionnée par le département et le ministère de la Culture, cette association soutient depuis 1979 les artistes porteurs de projets et les élus dans leur politique culturelle locale. Conseillers techniques, juridiques, formateurs, coachs, promoteurs, animateurs de réseau, nous avons de multiples casquettes, reconnaît Franck Simoneau, directeur de la structure. Notre rôle est avant tout de mettre en lien un territoire, des élus, des artistes et des habitants autour d'un projet culturel commun. Les arts se nourrissent ainsi des terres où poussent leurs racines. Entre 2014 et 2018, 23 résidences artistiques ont été accueillies et 200 personnes conseillées dans leurs projets artistiques. Dans sa nouvelle convention avec l'Aude, Art Vivant 11 mise sur le développement durable du spectacle vivant avec la promesse de très belles récoltes à venir. Une adresse artvivant11.fr. Art Vivant au pluriel et tout attaché. Une sélection de spectacles et d'animations pour tous les goûts et tous les âges. Pour retrouver tout ce programme, rendez-vous sur
odealaculture.fr et sur gps-spectacle au pluriel.fr. Alors, de janvier jusqu'au 16 février, le titre No Man's Land. Exposition à Carcassonne. Artistes et enseignants à l'école des beaux-arts de Carcassonne, Sylviane Bardou et Rémi Magnoua exposent leurs créations autour de la mémoire personnelle et des bribes de souvenirs. Maison des mémoires, gratuit, carcassonne-aglo.fr. Jeudi 10 janvier, Maurice Fellevic ou La dialectique du réel. Ce sont des projections à Carcassonne. L'Ethnopole rend hommage au cinéaste Maurice Fellevic, dont la Montagne Noire fut une terre d'inspiration pour sa création. À voir lors de ce cycle, Patrick et Sylvie, 9 ans, Le Petit Garage et Bonne chance monsieur. Maison des mémoires, inscription obligatoire au 04 68 71 29 69. GARAE.fr. Jeudi 17 janvier. La guerre des salamandres. À 20h30, c'est du théâtre à Castelnaudary. À la lisière de l'univers de Jules Verne et de l'anticipation, entre récits d'aventure et perspectives scientifiques, ce spectacle de Robin Renucci nous emmène à la rencontre d'étranges créatures aux qualités presque humaines, les salamandres. Théâtre des Trois Ponts, tarif 15 €, ville-castelnaudary.fr. Samedi 19 janvier, nuit de la lecture, 17h, littérature à la Grâce. La bibliothèque municipale de la Grâce et la maison du banquet ouvrent leurs portes pour une rencontre autour de l'autobiographie du chef de guerre indien Black Hawk avec Franz Olivier, cofondateur de la maison d'édition toulousaine Anacharzis. La maison du banquet.fr. En février, vendredi 1er février, Kolinga, Kolinga, à 20h30, à Conques-sur-Orbiel, ce sont des musiques actuelles. Puisant leur respiration dans les racines de la black music, la chanteuse Rebecca Ngungu et le guitariste Arnaud Estor forment avec Kolinga une belle fusion artistique multiculturelle avec leurs chansons envoûtantes et leurs grooves dansants. Tarif 1 à 8 €. Saison des Trois Conques, 3 en chiffres, .fr. Samedi 2 février, Maputo, Mozambique. C'est du cirque, à 20h, à Narbonne. Applaudi au musée de Quai Branly à Paris et au Off d'Avignon, ce spectacle, à voir en famille, unit le jonglage aux danses, chants et musiques du Mozambique, créant des images hypnotiques dans une joyeuse polyrythmie. Scène nationale du Grand Narbonne, tarif 6 à 17 €, théâtre, cinéma, tout attaché, et au singulier, -narbonne.com. Dimanche 10 février, Bancal, et ça s'écrit B-A-N-K-A-L. À 16h, à Montréal, c'est du cirque. Deux hommes inventifs et audacieux ambitionnent d'aller toujours plus haut, toujours plus loin dans la recherche de l'équilibre. Le public frémit et s'amuse face à ce duo drôle et poétique de circassiens sur tabouret. Salle polyvalente, à Montréal, tarif 5 à 10 €.
l'oreille du hibou, tout attaché, pas d'apostrophe. Point com, l'oreille du hibou. Point com. Samedi 16 février. Antonio Machado et l'exil. C'est de la littérature à Carcassonne à 15 heures. Fin connaisseur de la littérature espagnole, Jacques Issorel, Laurence Breysse-Chanet et Bénédicte Mathios animent une rencontre lecture bilingue autour des œuvres du poète andalou Antonio Machado. Centre Joël Bousquet et son temps, gratuit, renseignements au 04 68 72 50 83. Les 16 et 17 février. Faire événement. C'est de la littérature à la Grâce. Prix Goncourt du premier roman 2008 avec Corps volatile et auteur de plusieurs romans parus aux éditions de l'Olivier, Jakuta Alikavazovic animera cet atelier sur le thème de l'événement, heureux ou malheureux, dont la littérature adore faire son miel. Renseignements 04 68 91 46 65. La maison du banquet.fr. Dimanche 17 février. La mal coiffée. C'est de la chanson à Fleury-d'Aude, 17h. Dans ce mélange de poésie occitane et son puissant jeu rythmique, le quatuor féminin La Mal Coiffée invente une nouvelle polyphonie, ancrée dans la modernité, des chansons qui imprègnent l'âme de bonnes vibrations occitanes. Salle des fêtes, gratuit, communefleury.fr. Du 21 au 23 février, de la poésie à Carcassonne, une lecture proposée par la compagnie Magritte, avec 2 T et une apostrophe, pour redécouvrir quelques œuvres célèbres du poète Henri Michaud. C'est au centre Joël Bousquet et son temps, c'est gratuit, renseignements au 04 68 72 50 83. 3. Grand angle. Making of. Semons l'Aude à venir. Nous sommes allés à la rencontre des enfants de l'école primaire d'Aragon pour filmer leurs sentiments à l'aube de cette nouvelle année. Ils ont exprimé des messages pleins de bon sens et de poésie, comme faire fleurir les bonnes idées ou semer des sourires, autant de bonnes résolutions à adopter pour faire avancer notre département chaque jour un peu plus et cultiver au quotidien l'art d'être au doigt. Merci à Cali, Edgar, Jade, Léon, Tilia et Enzo de s'être prêtés au jeu avec beaucoup de naturel et de talent. Retour en image sur ce tournage placé sous le signe de l'espoir, des sourires et de l'avenir. Suivent 2 pages de photos de tournage avec les commentaires suivants. Micro-cravate, projecteur et caméra, les enfants de l'école primaire d'Aragon ont répondu aux questions de la vidéaste Shani Grumbach, comme des pros. Après le tournage, les enfants sont allés planter dans des pots le cœur ensemencé distribué cette année avec la carte de vœux du président du conseil départemental. Tribune. Groupe de la majorité départementale. Titre de l'article « La colère des oubliés » par Hervé Barrault, président du groupe majorité départementale, vice-président du conseil départemental. La crise sans précédent que nous vivons trouve ses racines au plus profond de cette société ultralibérale. Au fil des décennies, la valeur travail a dû céder la place à celle du capital. Il fut un temps où l'on pouvait vivre décemment de son travail, source d'émancipation, où le travail était correctement rémunéré. On s'est levé dans la société par le travail, mais aujourd'hui, on survit et on vient à parler de travailleurs pauvres. Derrière ce vocable sociologique
se cache une réalité cruelle qui prouve à elle seule que notre système économique ne tourne pas rond. Certains d'entre nous, toujours plus nombreux, travaillent et pourtant demeurent pauvres. En cause, les hausses des prix des produits de première nécessité, de l'énergie, des carburants, les fortes injustices sociales et fiscales. Peu à peu, les classes moyennes ont été précarisées, les salaires, les retraites stagnent, alors que les rémunérations des grands patrons n'ont cessé de croître. La conséquence, nous l'avons sous les yeux depuis la mi-novembre, un mouvement spontané de gilets jaunes, largement soutenu dans ses revendications par la majorité des Français, qui crie son malaise social et pointe le déficit démocratique de notre pays. Comment ne pas comprendre cette révolte face au mépris et à l'arrogance qu'on lui oppose en haut lieu depuis des mois? Car voilà le vrai déclencheur des mobilisations partout en France. On ne les écoute pas, on ne les entend pas, on ne les respecte pas. Rien ne justifie la violence. Elle est condamnable et doit être fermement condamnée. Mais cette dénonciation légitime ne peut pas conduire à ne pas répondre aux revendications tout aussi légitimes. Les premières réponses que le président de la République a apportées dans son allocution du 10 décembre ne sont pas à la hauteur, même si elles peuvent constituer une avancée mineure. Ainsi, il ne faut pas bouder les 100 € mensuels qu'obtiennent les salariés au SMIC, même s'il est faux de traduire cela par une augmentation du salaire minimum, quand il s'agit en fait d'un crédit d'impôt par l'augmentation de la prime d'activité. Cependant, le président semble avoir oublié l'essentiel. En effet, outre les annonces sociales, il est resté très flou sur le déficit démocratique pointé par le mouvement et ressenti plus largement par l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Sa seule proposition, la promesse d'y réfléchir dans les mois qui viennent. Quel crédit y accorder quand le lien de confiance a été rompu, alors que l'heure est grave et que nous nous trouvons à un tournant majeur pour la vie démocratique de notre pays? Nous devons repenser tout notre modèle social, sociétal, économique. Nous devons placer l'écologie au centre de cette réflexion, elle qui est, finalement, la grande absente des infinitésimales réponses gouvernementales. Nous devons proposer une écologie qui devra s'adapter à tous avec équité et justice sociale pour que chacun et chacune, à son niveau, participe à cet immense chantier et pour que les générations futures puissent vivre sereinement sur notre planète. Carnet gourmand. La truffe, pays cathare, le diamant noir de l'Aude. Jaillie d'un territoire riche de ses traditions, la truffe pays cathare bénéficie d'un engouement unique depuis des décennies. Ce champignon exceptionnel fait l'objet de toutes les passions et de toutes les attentions, pour le plus grand plaisir des fins gourmets. Quelques chiffres, 750 hectares, c'est la surface dédiée à la culture de la truffe dans l'Aude. 92 calories pour 100 grammes. Utilisée avec parcimonie, la truffe noire sert le plus souvent à assaisonner un plat. Et pour cela, quelques grammes suffisent. Aucune menace donc pour la ligne. 600 trufficulteurs au doigt. 25% du poids de la truffe est constitué de fibres alimentaires indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. 45 hectares de truffières sont plantés ou réhabilités chaque année par les professionnels dans l'Aude. Le chef présente le potage butternut truffé. Alors, les ingrédients. 200 g de pommes de terre, pays cathare, 30 g de truffes noires, pays cathare, 100 g d'oignons, 2 courges butternut, 500 centilitres de crème fraîche liquide, 1 litre de bouillon de poule, du sel et du poivre du moulin. Alors, difficulté, c'est facile. Préparation, elle dure 30 minutes. La cuisson, 1 heure. Et le plat est pour 8 personnes. Épluchez les pommes de terre et les butternuts, coupez-les en dés et faites-les revenir dans une poêle avec l'oignon. Dans une casserole, disposez les pommes de terre, rajoutez le bouillon de poule et laissez cuire 1 heure. Pendant ce temps, mettez à infuser les truffes dans la crème liquide.
Après la cuisson des pommes de terre, mixez-les avec l'infusion pour obtenir une purée. Salée poivrée, servez dans des assiettes creuses. L'astuce du chef. Pour une présentation idéale, ajoutez une mince tranche de truffe au-dessus de chaque assiette de potage. Voici les vœux du conseil départemental de l'Aude. En 2019, ensemble, semons l'Aude à venir, très belle et très solidaire année 2019. Signé André Viola, président du département de l'Aude, vos conseillers départementaux et les agents du département.